12 vies ont été fauchées, 70 autres blessés et d'innombrables cœurs brisés. Il ne s'agissait pas d'un crime ordinaire, mais d'un massacre méticuleusement planifié qui allait graver le nom de James Holmes dans les annales de l'histoire criminelle américaine. Il a été inculpé de 12 chefs d'accusation de meurtre au premier degré, de 140 chefs d'accusation de tentative de meurtre au premier degré et d'un chef d'accusation de possession d'un engin explosif illégal. Si vous êtes Stephen Barton, vous méritez d'entendre que pour vos blessures, l'accusé a été condamné à la peine maximale de 1 an pour cette affaire. James Holmes, né le 13 décembre 1987 à San Diego, en Californie, est un personnage contrasté. Sur le papier, c'est un étudiant brillant avec un dossier scolaire enviable, un jeune homme qui excelle dans les sciences. Holmes a obtenu une licence en neurosciences, ce qui témoigne de son intelligence. Son parcours s'est poursuivi lorsqu'il a été accepté dans un prestigieux programme de doctorat en neurosciences à l'Université du Colorado. Je n'avais pas réalisé que son appel à l'aide le plus fort était son silence. Mais sous la surface de ses prouesses académiques se cachent des courants souterrains turbulents. La santé mentale de Holmes est de plus en plus préoccupante. Il demande de l'aide pour son état mental, mais rejette les propositions de traitement qui lui sont faites. Ses collègues et professeurs remarquent un changement dans son comportement. L'étudiant autrefois prometteur commence à faiblir. Ses résultats scolaires diminuent, et il finit par abandonner le programme de doctorat, quelques mois seulement avant la fusillade du théâtre d'Aurora. Je voulais un procès. Je voulais savoir tout ce qu'il était possible de savoir sur les dernières minutes de Jean. Au cours de la période précédant la nuit fatidique, le comportement de Holmes est devenu de plus en plus erratique. Il a tenu des propos homicides et a montré des signes de maladie mentale graves. Malgré ces signes avant-coureurs, aucune intervention n'a permis de prévoir ou d'empêcher la tragédie qui allait se dérouler. La descente de James Holmes dans l'abîme de son propre esprit a ouvert la voie à l'un des épisodes les plus effrayants de l'histoire récente. Je tiens à préciser que la Cour a l'intention de faire en sorte que l'accusé ne remette plus jamais les pieds dans une société libre. L'histoire de James Holmes est un rappel glaçant de la frontière ténue qui sépare le génie de la folie. Une carrière universitaire prometteuse en neurosciences, assombrie par une descente dans la maladie mentale, a préparé le terrain pour une nuit qui allait laisser une cicatrice sur la ville d'Aurora. La planification méticuleuse, l'exécution calculée d'un massacre et la quête de justice qui s'en est suivie ont été gravées dans les annales de l'histoire criminelle. J'aurais dû me mettre à 4 pattes pour l'atteindre. Il n'a jamais dit qu'il voulait tuer des gens. À la suite de la tragédie du théâtre d'Aurora, le monde a été témoin de la condamnation judiciaire de James Holmes. Étudiant en neurosciences autrefois prometteur, ses aspirations académiques ont été éclipsées par une descente dans un état mental troublé. La salle d'audience est devenue le cadre final de l'histoire de Holmes, où la gravité de ses actes s'est heurtée au poids de la justice. Je suis sûr à 100% qu'elles sont justes et équitables. Sa condamnation, qui est l'aboutissement de procédures judiciaires et d'évaluations psychiatriques, s'est traduite par 12 peines de prison à perpétuité consécutive, plus 3318 ans d'emprisonnement sans possibilité de libération conditionnelle. Shérif, faites sortir l'accusé de ma salle d'audience. S'il vous plaît, merci. Cette conclusion témoigne de la gravité des crimes commis lors de cette funeste nuit d'été 2012. Nous savons une chose, c'est qu'il va mourir en prison. Et pour nous, c'est suffisant. Le plus tôt sera le mieux. L'affaire suivante est un peu plus personnelle, les tensions dans une relation ayant malheureusement abouti à la disparition et au démembrement de Kajavia Globe par son propre petit ami. Au cœur de Détroit, une histoire s'est déroulée qui a plongé la ville dans un mélange de tristesse et d'indignation. L'affaire Maxwell Brack, un nom devenu synonyme d'actes de violence odieux, a trouvé sa conclusion dans une salle d'audience où l'on réclamait justice pour la mort prématurée de Kajavia Globe. Lorsque le marteau s'est abattu, l'air était lourd du poids de la sentence. Il ne comprenait pas ce qu'il avait, il voulait la briser au lieu de l'élever. Il n'était pas bon pour elle, vous comprenez. La ville de Détroit, connue pour sa résilience et son esprit, a été ébranlée jusqu'au plus profond d'elle-même lorsque la nouvelle d'un crime semblant défier l'essence même de l'humanité a été annoncée. Kajavia Globe, une jeune femme dont le sourire éclatant pouvait illuminer les pièces les plus sombres, est devenue le centre d'un récit qui laissera une marque indélébile sur la communauté. Cette disparition a suscité l'inquiétude générale. Et l'ont-ils placée devant leur maison ou celle de quelqu'un d'autre? De l'autre côté de la rue, dans une boulangerie, Kajavia, connue pour sa fiabilité et les liens étroits qu'elle entretenait avec sa famille, a disparu sans laisser de traces, laissant derrière elle une série de questions sans réponse et une famille en proie à l'inquiétude. Les recherches pour retrouver Kajavia ont commencé immédiatement. Les amis, la famille et les forces de l'ordre passant au peigne fin les rues de Détroit, désespérément à la recherche d'un quelconque signe de sa présence.
Lorsque son corps a été retrouvé sur Fielding, c'est à ce moment-là que l'on fait le lien entre les deux. Oui. Les jours passent sans nouvelles, sans observation, et le sentiment inquiétant que quelque chose ne va pas commence à s'installer. L'enquête prend un tournant lorsqu'une découverte est faite. Le corps sans vie de Kajavia a été retrouvé, jeté comme un déchet derrière une maison vacante, son visage cruellement dissimulé par un masque d'Halloween. La ville est horrifiée par la brutalité de l'acte, et la communauté réclame justice. Il a tué mon bébé, et elle était si bête. Elle aimait ce monstre. Maxwell Brack, l'ex-petit ami de Kajavia, est devenu le principal suspect dans cette affaire déchirante. Les preuves contre lui se sont accumulées au fur et à mesure que les enquêteurs reconstituaient le puzzle des derniers jours de Kajavia. Les vidéos de surveillance ont capturé des images qui allaient devenir des pièces à conviction essentielles dans l'affaire Brack. On y voit une personne, que l'on pense être Brack, retirer de l'argent du compte bancaire de Kajavia, utiliser sa voiture et, enfin, se débarrasser de son corps. À l'intérieur de la benne à ordures se trouvait le corps d'une femme noire. Elle semblait porter un pull de couleur rouge ou orange. Autour de son cou, elle portait une corde rouge ou orange de couleurs différentes. Elle est apparue nue à partir de la taille. Le récit de l'enquête est celui d'un travail policier méticuleux et d'une détermination inébranlable. Les détectives ont épluché les relevés téléphoniques, les transactions financières et les déclarations des témoins, chaque élément de preuve les rapprochant de la vérité. La communauté a observé, en retenant son souffle collectif, la solidification du dossier contre Brack. Elle a été placée les genoux en premier dans la poubelle. La percée s'est produite lorsque l'analyse médico-légale a confirmé la présence de l'ADN de Brack sur le masque retrouvé avec le corps de Kajavia. Il s'agit d'un élément de preuve accablant qui, ajouté à la montagne d'autres détails incriminants, brosse un tableau clair de la culpabilité. L'arrestation de Brack a suivi, apportant un sombre sentiment de soulagement à ceux qui avaient suivi l'affaire en retenant leur souffle. Nous, en tant que jury, le déclarons coupable de l'infraction la moins grave, à savoir le meurtre au 2e degré. À l'approche du procès, l'accusation a exposé les faits bruts de l'affaire, afin de présenter l'histoire des derniers instants de Kajavia et d'obtenir la justice que sa famille réclamait. Le récit du crime de Maxwell Brack est celui d'une vie tragiquement interrompue, de l'angoisse d'une famille et de la confrontation avec les aspects les plus sombres de la nature humaine. Le juge a reconnu le chagrin de la famille et l'a encouragé à se faire aider. Vous ne serez plus jamais le même, mais essayez de minimiser la douleur en vous faisant conseiller. La condamnation de Brack a clos un chapitre de douleur pour la famille de Kajavia Globe. Pour Détroit, une ville qui ne connaît que trop bien les difficultés, c'est un moment qui souligne la détermination de la communauté à lutter contre la violence. La peine de 70 ans infligée à Brack a permis aux proches de Kajavia de tourner la page et a mis en évidence les efforts inlassables déployés par le système judiciaire pour faire en sorte que, même face à l'obscurité, la lumière l'emporte. Oh merci, Jésus! Assister à la condamnation d'un tueur en série par un tribunal est l'un des moments les plus satisfaisants. Mais ce tueur de Green River, accusé de 49 meurtres au 1er degré, a connu une fin controversée. Gary Leon Ridgway, connu sous le nom tristement célèbre de tueur de la Rivière Verte. Sa capture et sa condamnation ultérieure pour le meurtre de 49 femmes ont marqué un chapitre effrayant de l'histoire criminelle américaine. Découvrons les scènes saisissantes qui se sont déroulées au tribunal et les peines de prison à vie sans précédent qui ont scellé le destin du 2e tueur en série le plus prolifique des États-Unis. Il a été inculpé, entre autres, de 49 chefs d'accusation pour meurtre aggravé au 1er degré, 1982 au 11 août 1983. Avec l'intention préméditée de causer sa mort, j'ai étranglé Shonda L. Summers jusqu'à ce que mort s'ensuive. La traque du tueur de la Rivière Verte a été une descente dans un monde de ténèbres et de désespoir. Alors que le nombre de cadavres augmentait, la Green River Task Force a été constituée, une équipe de détectives dévoués et d'experts médico-légaux déterminés à arrêter un prédateur implacable. Pendant près de 20 ans, le tueur était resté un fantôme, échappant à toute capture grâce à une ruse qui a frustré les forces de l'ordre et terrorisé la communauté. Je l'ai ramassé avec l'intention de la tuer. Après l'avoir tué, j'ai laissé son corps près de la limite nord de l'aéroport de Seatac. C'est ce que vous affirmez? Oui. Est-ce vrai? Oui. Les pièces du puzzle se sont mises en place en 2001. Ridgway, qui avait été suspecté dès le début mais n'avait pu être condamné faute de preuves, a été arrêté. Les preuves ADN le relient aux victimes, sa salive retrouvée sur les corps constituant une correspondance irréfutable. La piste, autrefois froide, s'est embrasée lorsque Ridgway a été placé en garde à vue, ouvrant la voie à l'un des procès les plus marquants de l'histoire. Je souhaite qu'il connaisse une mort longue et cruelle. La saga de Gary Ridgway
le tueur de la rivière verte, culmine dans un moment d'une profonde gravité lorsque la justice est rendue dans une salle d'audience remplie de la douleur palpable des familles des victimes. Il va aller en enfer, et c'est là qu'il doit aller. La condamnation de Ridgway a été un événement marquant, non seulement en raison du nombre de peines de prison à vie dont il a écopé, mais aussi parce qu'elle a permis à une communauté qui vivait dans l'ombre d'un monstre de tourner la page. 48 condamnations à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, plus 10 ans supplémentaires pour chaque chef d'accusation de falsification de preuves, le destin de Ridgway a été scellé derrière les murs impénétrables d'une cellule de prison. Monsieur Ridgway, comment plaidez-vous l'accusation de meurtre aggravé au premier degré, comme indiqué dans le premier chef d'accusation, pour la mort de Wendy Lee Cofield, coupable? Cette histoire, l'une des plus poignantes de meurtres en série aux États-Unis, nous rappelle brutalement la fragilité de la vie et la profondeur de la dépravation humaine. Mais elle témoigne aussi de l'acharnement de la justice et des progrès de la médecine légale qui ont permis d'amener un tueur à répondre de ses actes. La condamnation de Gary Ridgway a permis de clore le chapitre d'un règne de terreur et d'offrir un peu de paix aux proches des 49 femmes dont la vie a été si cruellement arrachée. L'affaire suivante a ébranlé l'ensemble des fondements du système judiciaire américain. Un jeune garçon noir de 12 ans, Lionel Tate, a été condamné à la perpétuité, puis un tollé national s'est ensuivi, permettant la révocation de la sentence. Incarcération pour la durée de votre vie naturelle. Au cours de l'été 1999, une tragédie s'est déroulée qui allait choquer la Floride et le système judiciaire américain. Un jeune garçon, Lionel Tate, âgé d'à peine 12 ans, s'est retrouvé au cœur d'une tempête juridique qui allait remettre en question l'essence même de la justice pour mineurs. Reconnu coupable de meurtre au premier degré pour la mort de Tiffany Eunick, une fillette de 6 ans, Lionel Tate a été condamné à une peine tout à fait controversée, historique et effroyable. Lionel Tate, alors âgé de 14 ans, a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. La nature du crime, une brutale agression qui a coûté la vie à un enfant, a été aussi choquante que le châtiment qui a suivi. Lionel Tate est devenu le plus jeune Américain condamné à la perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, une décision qui a suscité la controverse. Voici l'histoire de cette décision fatidique, du tollé qui s'en est suivi et des répercussions ressenties dans toute une nation aux prises avec le sort de ces délinquants les plus jeunes et les plus vulnérables. Aller en prison pour le reste de sa vie ne l'aidait pas, n'aidait pas la société et n'aidait certainement pas Tiffany Eunick. Le jour fatidique du 28 juillet 1999, Lionel Tate, un garçon de 12 ans, s'est vu confier la garde de sa cousine de 6 ans, Tiffany Eunick, alors que sa mère, Kathleen Grossette Tate, agent de police de l'État de Floride, se trouvait à l'étage de leur maison. Les deux enfants ont été laissés libres de jouer, leur rire et leur bruit de pas constituant la bande sonore d'une soirée apparemment ordinaire. Mais au fur et à mesure que la nuit avançait, l'atmosphère au sein de la famille Tate est passée de l'insouciance à la catastrophe. Tiffany est morte de multiples lésions traumatiques contondantes. Tiffany ne respire plus. Son petit corps portait les marques d'une attaque sauvage, avec de graves ecchymoses couvrant ses jambes, ses pieds et son cou. La force exercée sur elle était comparable à l'impact d'une voiture lancée à toute allure. Son crâne était fracturé, son foie lacéré, une côte cassée et son cerveau gonflé, des blessures si graves qu'elles ont été comparées à une chute d'un immeuble de 3 étages. Nous, le jury, déclarons l'accusé coupable de meurtre au premier degré, comme l'indique l'acte d'accusation. Reconnu coupable de meurtre au premier degré pour la mort de Tiffany Eunick, une fillette de 6 ans, Lionel Tate a vu sa condamnation déclencher une tempête de débats et de controverses. Le cas de Lionel Tate, le plus jeune Américain jamais condamné à la perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, une sentence qui sera plus tard annulée, soulève de profondes questions sur la justice, l'enfance et la nature même de la punition. J'ai compris que Tiffany Eunick avait obtenu justice, mais je n'ai pas caché que je trouvais la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle inappropriée comme peine. L'affaire a finalement été portée devant une cour d'appel fédérale qui a rendu une nouvelle décision. La compétence de Tate n'ayant pas été évaluée avant le procès, un nouveau procès lui a été accordé. Ce nouveau procès lui a permis d'accepter un accord qui a réduit sa peine à 3 ans de prison, 1 an d'assignation à résidence et 10 ans de mise à l'épreuve. 3 ans de prison peuvent sembler une période relativement longue pour le citoyen moyen, mais pour le tireur de l'école Nicolas Cruz, 3 ans sont en fait 1 minute pour la longue peine controversée qu'il a reçue. Aujourd'hui, le mauvais verdict a été rendu. Un jour de déchirement,
les couloirs du lycée Marjory Stoneman Douglas de Parkland, en Floride, ont été le théâtre d'une tragédie indicible. Nikola Cruz, dont le nom est désormais synonyme de l'un des chapitres les plus déchirants de l'histoire américaine, a commis un acte de violence qui a coûté la vie à 17 innocents et blessé 17 autres personnes, marquant à jamais le tissu d'une communauté. La semaine dernière, j'ai rencontré le procureur Sachs dans son bureau. Regardez la vidéo de vous. Je suis heureux de voir votre visage en ce moment. De toi tuant ma fille pour la toute première fois. En ce jour fatidique de la Saint-Valentin à Parkland, en Floride, la communauté était sous le choc du massacre qui s'était déroulé entre les murs du lycée Marjory Stoneman Douglas. 17 vies ont été brutalement fauchées et 17 autres portent les cicatrices physiques et émotionnelles de ce carnage. L'auteur du massacre, Nikola Cruz, a disparu dans le chaos des cris des élèves et des sirènes hurlantes avant d'être appréhendé plus tard dans la journée. Appuyez le canon de votre arme sur la poitrine de ma fille. La nation a regardé avec horreur les détails qui ont été révélés. Cruz était arrivé à l'école dans un Uber, armé d'un fusil AR-15, et avait commencé à tirer dans les salles de classe et les couloirs. Après la fusillade, il s'est débarrassé de son arme et s'est fondu dans la foule des élèves terrifiés, échappant ainsi au confinement immédiat. Sa liberté a cependant été de courte durée, puisque les forces de l'ordre, sur la base de descriptions et d'images de surveillance, l'ont arrêté plus d'une heure plus tard. Il y a, en fait, à main levée, quelqu'un d'autre dans cette salle à cause de lui. Ils vont devoir supporter de ne pas voir les gens qu'ils aiment, se marier. Dans les jours qui ont suivi, le poids de la loi a commencé à peser sur Cruz. Il devait répondre de 17 chefs d'accusation de meurtre avec préméditation et de 17 chefs d'accusation de tentative de meurtre. Tout au long du procès, la nation a été témoin des complexités du système juridique, de l'impact déchirant sur les familles des victimes et des débats qui se sont enflammés sur le contrôle des armes à feu et la sécurité dans les écoles. Le seul réconfort que j'ai, c'est que votre vie en prison sera remplie d'horreur et de peur. J'espère donc que vous mourrez le plus tôt possible. Je n'ai pas de pardon dans mon cœur pour toi. Vous êtes un monstre sans remords et chaque souffle que tu prends est un souffle gaspillé. La mise en accusation n'a donné lieu à aucun plaidoyer de la part de Cruz, ce qui a incité le juge à plaider non coupable en son nom. Il s'agissait d'une étape procédurale, mais qui a trouvé un écho dans le monde entier, rappelant que même face à des preuves accablantes, les rouages de la justice tourneraient dans le respect de la procédure. Cruz a eu quelques derniers mots à dire au juge et au palais de justice. Écoutons-les. Je suis vraiment désolé pour ce que j'ai fait, et je dois vivre avec ça tous les jours. Et que si j'avais une seconde chance, je ferais tout ce qui est en mon pouvoir pour essayer d'aider les autres. Je le fais pour toi, et je me fiche que tu ne me crois pas, je t'aime, et je sais que tu ne me crois pas. Mais je dois vivre avec cela tous les jours, et cela me fait faire des cauchemars. Le décor était planté pour l'un des procès les plus suivis de l'histoire récente, un procès qui allait plonger dans les recoins les plus sombres du comportement humain et tenter de rendre justice aux victimes et à leurs familles. Il a été condamné à 34 peines de prison à perpétuité consécutive, sans possibilité de libération conditionnelle. De nombreux membres de la famille des victimes n'étaient pas satisfaits, car ils souhaitaient la peine de mort. Si ce n'est pas maintenant la peine de mort, alors quand? Quand? L'affaire suivante a été jugée controversée, parce que l'accusée, Jennifer Mee, n'aurait joué qu'un rôle mineur dans le crime, mais elle a tout de même été condamnée à une peine d'emprisonnement. Dans une salle d'audience de Floride chargée de tension, Jennifer Mee, autrefois connue sous le nom de « la fille au hockey », a dû faire face au jugement ultime pour son rôle dans un crime qui a bouleversé la nation. Mee, qui avait connu une gloire éphémère en raison d'un hockey incontrôlable, se trouvait maintenant dans un contraste saisissant avec son ancienne image, alors que la gravité de la décision du tribunal pesait sur elle pour le meurtre au premier degré dont elle avait été victime. Jennifer Mee, 19 ans, s'est retrouvée mêlée à un complot qui ne ressemblait en rien à son innocente prétention à la célébrité. Avec deux complices, Laron Rayford et Lamont Newton, Mee a attiré Shannon Griffin, 22 ans, qu'elle avait rencontré sur un site de réseautage social en lui faisant miroiter un rendez-vous. Cette rencontre n'était cependant qu'une ruse pour un vol qui allait se terminer de manière tragique. Elle a d'abord quitté l'appartement, puis a appelé les garçons, Larion et Lamont, et ils sont partis après avoir reçu son appel téléphonique. Par une funeste soirée d'octobre, Griffin, un employé de Walmart, a été conduit dans une maison inoccupée de Saint-Pétersbourg. C'est là que la tentative de vol a dégénéré et que Griffin a été abattu de 4 balles, victime d'un crime qui a choqué la communauté et ceux qui avaient suivi l'histoire de Mee depuis ses débuts étranges. Après la fusillade, Mee et ses complices ont été arrêtés et inculpés de meurtre au premier degré. Il allait avoir un rendez-vous. Il pensait juste qu'il allait avoir un rendez-vous.
Juste un jeune étudiant souriant jusqu'aux oreilles sur le point d'aller à un rendez-vous. Heureux comme toutes. En vertu de la règle stricte de la Floride en matière de meurtre au premier degré, Mee risquait les mêmes accusations que le tireur, bien qu'elle n'ait pas appuyé sur la gâchette elle-même. La loi stipule que toute personne impliquée dans la commission d'un crime entraînant la mort peut être accusée de meurtre au premier degré, une loi qui s'est avérée cruciale dans l'affaire de Mee. Si nous sommes ici aujourd'hui, cette semaine, c'est parce que Jennifer Mee a tout mis en place. Le dossier de l'accusation reposait sur l'hypothèse que Mee était une conspiratrice clé dans le vol qui a conduit à la mort de Shannon Griffin. Elle a fait valoir que ses actes étaient calculés et qu'elle avait utilisé son personnage Internet pour attirer Griffin dans le piège qui allait finalement lui coûter la vie. La défense avait d'autres choses à dire à ce sujet. Nous savons que Msl Mee, comme en ont témoigné les parents, a l'habitude d'être une personne manipulable. L'État a toutefois présenté des preuves que Mee avait communiqué avec Griffin et avait joué un rôle essentiel dans l'orchestration de la réunion de cette nuit-là. Il a souligné le fait qu'en vertu de la loi, sa participation au vol la rendait également coupable du meurtre, quel que soit l'auteur des coups de feu. Elle était extrêmement perturbée. Comme si elle était à bout de souffle, on pouvait voir qu'elle avait couru et qu'elle était paniquée. Après des jours d'intenses plaidoiries et de témoignages émouvants, l'affaire a été confiée au jury. La décision du jury est rendue après seulement 4 heures de délibération, une période relativement courte compte tenu de la gravité de l'affaire. Leur verdict ne scellera pas seulement le sort de Jennifer Mee, mais reflètera également l'interprétation que le jury fera de la loi et des preuves qui lui auront été présentées. Si le jury conclut comme suit, l'accusé dans cette affaire, l'accusé est coupable de meurtre au premier degré, tel qu'inculpé, c'est ce que nous disons tous. Jennifer Mee a été reconnue coupable de meurtre au premier degré et condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Cette décision a été un coup dévastateur pour Mee et sa famille, et une résolution pour la famille de Shannon Griffin, qui cherchait à obtenir justice pour l'être cher qu'elle avait perdu. Le chemin a été long, cela fait presque 3 ans. C'est une lutte, et nous sommes reconnaissants à l'État d'avoir fait avancer les choses. Si vous n'avez jamais vu ou entendu parler d'une personne condamnée à des milliers d'années de prison, vous devez être très attentif à la prochaine affaire de Michael Devlin, accusé de production de matériel pédopornographique. Dans les étendues du Missouri, un complot s'est déroulé qui a ébranlé le cœur même du cauchemar de n'importe quel parent. Michael John Devlin a été accusé de l'enlèvement de Ben Ownby, 13 ans, et de Shawn Hornbeck, disparu depuis plus de 4 ans. La découverte de ces 2 jeunes garçons dans l'appartement de Devlin a propulsé l'affaire sous les feux de l'actualité nationale, entraînant un labyrinthe d'accusations qui aboutira à une condamnation sans précédent. Les propos du procureur concernant ce chef d'accusation sont-ils en grande partie vrais ou corrects? Oui. Le 12 janvier 2007, l'enlèvement de Ben Ownby, 13 ans, a conduit les autorités sur le pas de la porte de Devlin. Ben avait disparu 4 jours auparavant, et les recherches pour le retrouver étaient frénétiques et pleines d'angoisse. Le déclic s'est produit lorsque les forces de l'ordre ont remarqué qu'une camionnette blanche, correspondant à la description d'un véhicule vu près du lieu de l'enlèvement de Ben, était garée devant le complexe d'appartements de Devlin. Devlin a plaidé coupable pour une seule raison, pour que le monde entier ne connaisse pas l'étendue des atrocités qu'il a commises sur ces garçons. Dans cet appartement, l'inimaginable a été révélé. Non seulement Ben Ownby a été retrouvé, mais aussi Shawn Hornbeck, un garçon porté disparu depuis le 6 octobre 2002. Shawn avait 11 ans lorsqu'il a disparu, alors qu'il se rendait à vélo chez un ami à Richwoods, dans le Missouri. Pendant 4 ans, 3 mois et 6 jours, le lieu où se trouvait Shawn est resté un mystère, et son absence, une plaie béante dans la vie de sa famille. J'ai très bien vu son visage, et je n'oublierai jamais, jamais son horrible visage. Devlin avait présenté Shawn comme son fils, un mensonge qui n'a pas été remis en question au fil des ans. La découverte des 2 garçons, vivants mais irrémédiablement changés, a provoqué une onde de choc au sein de la communauté et de la nation. La fondation Shawn Hornbeck et l'équipe de recherche et de sauvetage créée lors de la recherche de Shawn ont enfin vu leur mission s'achever, mais pas de la manière dont elles l'espéraient. Plus de 4 ans d'os brisés et forcés de guérir par eux-mêmes des côtes cassées mais jamais soignées. Le 12 janvier, nous avons ramené à la maison la coquille effrayée de notre garçon de 11 ans enveloppé dans le corps d'un jeune homme de 15 ans. Le retour des garçons dans leur famille a marqué la fin de leur captivité, mais le début d'une bataille juridique. Au fur et à mesure de l'évolution de l'affaire, un groupe de travail composé de procureurs et d'enquêteurs des comtés de Washington, Franklin, Saint-Louis et Lincoln,
ainsi que du FBI, de la patrouille routière de l'État du Missouri et des services de police locaux a été constituée pour enquêter sur le passé de Devlin et sur toute implication potentielle dans d'autres affaires non résolues. Très bien, monsieur Devlin, comment plaidez-vous pour les charges qui pèsent contre vous? Coupable. Le destin de Devlin a été scellé lorsqu'il a été confronté à la pleine force de la loi, ce qui s'est traduit par 74 condamnations à perpétuité, preuve de la sévérité de ses actes. Cette affaire est un rappel glaçant de la noirceur qui peut se cacher à la vue de tous et de la force durable de l'esprit humain pour surmonter une adversité inimaginable. La seule chose que je dirais, monsieur Devlin, c'est que vous avez infligé des souffrances inimaginables à de nombreuses personnes dans cette affaire. Et vous aurez tout le loisir d'y penser lorsque vous passerez le reste de votre vie dans un pénitencier. Si vous avez aimé cette vidéo, jetez un coup d'œil à nos autres superbes vidéos de salles d'audience sur la chaîne. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine fois.